Bonjour, nous sommes au château-musée de Valoris, au milieu finalement de cette immense peinture, La guerre et la paix de Picasso, mais c'est Picasso le céramiste qui va nous intéresser aujourd'hui. Avec nous, Dominique Forest, qui est le conservateur de ce château-musée. En fait, on pourrait dire pratiquement deux musées en un. Oui, on a deux, effectivement, musées du point de vue administratif, parce que le premier musée dans lequel nous sommes, qui est le Musée national Picasso, a été ouvert beaucoup plus tôt, en 1959, au moment où l'œuvre est installée. C'est un musée national parce que Picasso en a fait don à l'État français. Et le deuxième musée dans lequel vous avez déjà filmé s'appelle Musée Magnelli, musée de la céramique. Et lui est une création plus récente. Il a été ouvert en 1977 avec deux fonds importants, un fonds Magnelli et puis un fonds de céramique qu'on augmente tous les jours. Alors il faut dire que cette chapelle ici va avoir droit à un petit peu de restauration. Oui, alors on a commencé des travaux importants au musée et une des étapes les plus importantes et je crois les plus attendues va être la restauration de cette peinture, La guerre et la paix, qui devrait avoir lieu en 97 ou début 98 pour justement anticiper sur une exposition sur la guerre et la paix. Mais alors, puisqu'on parle de Picasso céramiste aujourd'hui, est-ce qu'on voit des céramiques de Picasso ici? Alors dans le château, on voit certaines céramiques, alors certaines éditions et puis des céramiques originales qui ont été faites à Valoris. Alors le musée d'Antibes, qui est notre voisin le plus proche pour ce qui concerne Picasso, a lui aussi une très importante collection de céramiques faites à Valoris. Alors on peut s'étonner peut-être de la production de Picasso pendant sa période à Valoris, mais il reste ici longtemps. Alors il reste 8 années, et de 48 à 55, et de 47, puisque c'est le début où il commence à venir à Valoris assidûment, et 48 l'année où il s'installe. Et c'est effectivement une période à la fois très importante pour sa céramique, qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi pour sa peinture. On est devant une des dernières grandes peintures d'histoire de Picasso. Il a peint aussi ici Massacre en Corée, qui est une autre de ses peintures très célèbres. Il y a aussi beaucoup de peintures autour de ses enfants. Dominique, on va vous retrouver tout à l'heure. Auparavant, revenons 50 ans en arrière. L'installation de Picasso ici à Valoris crée l'événement. En 1946, à plus de 65 ans, Pablo Picasso arrive à Valoris. À l'époque, il s'intéresse à la gravure, à la linogravure et à la céramique. Arrivés 10 ans plus tôt, Suzanne et Georges Ramier dirigent l'atelier Madura et acceptent de le recevoir. Picasso décide alors de s'installer à Valoris. Il y restera jusqu'à son départ pour Cannes en 1955. Dans son atelier du Fournasse, il peint et il sculpte. Chez Madura, il peint les vases et les assiettes fournis par l'atelier ou indique à son tourneur, Jules Agar, les formes qu'il souhaite voir monter. Petit à petit, il en vient à imaginer des pièces qui pourront être reproduites. Ce sont les éditions Picasso que l'atelier éditera jusqu'il y a 2 ans. La présence de Picasso va lancer le nom de Valoris à travers le monde et attirer sur place artistes, show business et curieux. Le village va apprendre à apprécier ce citoyen un peu particulier. Yves Pelletier est venu s'installer sur ce banc. Yves Pelletier est un collectionneur de céramique. Vous êtes arrivé ici il y a 3 ans maintenant. Pourquoi être venu à Valoris? Par amour de la céramique et puis comme tout le monde, le soleil attire quand même beaucoup. Et alors, Eh bien, réaction 3 ans après? Pas déçu, passionné toujours par la céramique et puis par les céramistes également. Mais est-ce que vous étiez venu sur un nom, Picasso par exemple? Non, pas particulièrement. Je crois Valoris, c'est véritablement le nom qui m'a attiré. Et puis inévitablement son histoire, donc Picasso. Est-ce qu'il est facile de pousser la porte d'un atelier, de rencontrer les céramistes, les potiers? Oui, finalement c'est assez facile. Ils sont accueillants, sont des gens souvent charmants et qui n'hésitent pas à expliquer leur travail, à montrer leur production. Et on apprend beaucoup. Avec une nostalgie peut-être d'une certaine époque ou pas du tout? Toujours un petit peu, bien sûr, puisque c'était quand même une période heureuse pour tout le monde, économiquement déjà, et puis c'était un moment de grand contact avec beaucoup de personnalités importantes. Et puis
La nostalgie pour leur propre travail, non. Ce sont quand même des gens qui travaillent au quotidien, qui avancent toujours dans leur travail, et ce qui compte le plus, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà, c'est ça, hein, c'est avancer qui Voilà, est avancer. important. Qu'est-ce qui vous fait avancer, vous, dans vos collections? Qu'est-ce qui dicte le choix de vos acquisitions? La passion, souvent irrationnelle d'ailleurs, le contact avec une matière, un contact très physique, et une matière qui change. Elle est parfois porcelaine, elle est parfois faïence, grès. Mais le contact aussi avec l'homme, avec l'artiste? Oui, 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 toujours. Il y a toujours un facteur affectif qui se greffe sur l'objet. Vous diriez qu'en ce moment, Valoris traverse quelle période? Dans la céramique, bien sûr. Après une période un peu de dormance, je crois on peut, ça et là, percevoir un certain renouveau, un certain changement, une ouverture peut-être un peu plus importante vers l'extérieur, et puis des expositions et un travail autour du musée qui est quand même très important. Un travail aussi autour de chaque particulier? Chaque artiste, bien sûr, continue son œuvre et par là participe à la renommée de Valoris, et évidemment, c'est très important. Picasso et Valoris, à 3 dates, 3 périodes importantes. Parlez-moi de votre première rencontre avec Picasso à Valoris. C'est peut-être pas la première qui était la plus drôle. Enfin, ça remonte alors en 1946, oui, si c'est loin. Il a travaillé chez vous? Il a travaillé chez nous depuis 1947, où il s'est installé presque définitivement. Il n'est même pas reparti à Paris. Il a travaillé pendant des années, toute la journée avec nous. Comment était-il au travail? Eh ben, lui, très absorbé, et nous le respections justement. Je crois que c'est la première fois que Picasso travaillait en ayant des personnes autour de lui. En général, dans son atelier, il travaillait seul. Et je crois que c'est la première fois, puisque peu de gens l'ont vu peindre. L'exposition des potiers de Valoris a revêtu cette année un caractère exceptionnel en raison de la participation de Picasso. Picasso qui vient de présenter au public un ensemble assez éblouissant, illustrant la plupart des recherches de cet artiste qui n'a pas fini de garder à son temps la jeunesse et le sel. Picasso devait arriver avec ses enfants et parcourir les œuvres de ses confrères et amis, Madura, Innocenti, Auxerre, Picot. Si l'influence du maître de Guernica n'est pas toujours lisible, on n'en décèle pas moins au travers des tentatives et des réussites cette leçon de courage qui a toujours serré les dents de Picasso sur les terrifiants pépins de la réalité, comme l'a dit Jacques Prévert. Comme dans tous les vernissages, l'encre a coulé au nom de l'admiration et de l'amitié, car on ne peut imaginer Picasso sans l'amitié. Une amitié dont il chauffe toujours le four insatiable de sa curiosité. Visites et commentaires, Jean Cocteau était là, riant encore d'avoir été pris à l'entrée pour son propre père, par une jeune personne qui sans doute ignorait son immortalité. Il y a nu pour tous les goûts, il y a nu pour tous, et même pour les midinettes, car elles étaient venues acclamer Jean Marais qui tourne actuellement sur la côte un amour de poche. Mais malgré l'exiguïté de ce titre, aucune admiratrice ne put le dérober. La grande foule des touristes est partie et pourtant Valoris à la fièvre. L'homme au mouton est peut-être le seul à rester de bronze devant les événements qui se préparent. Des événements en forme de fiesta, celle que Valoris veut offrir à Pablo Picasso pour son 80e anniversaire. Il est vrai que Valoris peut fêter le céramiste Picasso. Ses fours s'éteignaient un à un, il n'en sortait plus que rarement ces bonnes pignates en terre où nos grands-mères faisaient cuire leur soupe. Enfin, Picasso vint. Et la terre cuite retrouva une formidable prospérité, qu'elle soit ou pas signée de son célèbre nom. Et voilà pourquoi des arcs de triomphe, des projecteurs vont jaillir dans la ville toute pimparée, comme on dit par chez nous, et des expositions, et des hommages, et tout, et tout. Et des arènes, bien entendu,
pour le plaisir du maître, auquel son ami Dominguin a promis de venir toreiller. Seulement voilà, les corridas à mise à mort sont interdites à Valoris. Que va-t-il donc en penser? Mais finalement, Yves Pelletier, est-ce qu'il y a une raison particulière qui pousse Picasso à s'installer ici à Valoris? Non, les choses se sont faites tout naturellement du monde. Il connaissait déjà la Côte d'Azur. Et puis en 1946, lorsqu'il vient à Valoris pour la première fois, c'est pour l'exposition qui a lieu au Nérulium, où sont présentés les produits artisanaux locaux et également la céramique. Mais il n'y a pas de raison particulière, sinon peut-être une attirance peut-être inconsciente vers un matériau qui l'attire. Et il pousse la porte de la Galerie Madura, de l'atelier, il s'y installe normalement, ou alors c'est après d'autres essais? Je crois que le travail de Suzanne Ramier l'a beaucoup séduit, et puis l'a séduit également la sincérité de Suzanne Ramier, son honnêteté et un travail quand même de grande qualité. Puis peut-être aussi l'appréciation que porte Picasso sur la céramique en général. Oui, je crois que c'est quand même quelque chose qui l'attire, et il considère la céramique comme un moyen d'expression qu'il va pouvoir mettre à disposition de son œuvre. Ça fait partie des nombreuses expériences de Picasso. Voilà, je crois que c'est un chercheur invétéré. Il va chercher toute sa vie, et à Valoris en particulier. Et en plus, c'est pas un art mineur pour lui, hein, il s'y lance à fond. Non, du tout. C'est quelqu'un qui va s'y investir complètement. Il ne va pas faire ça en dilettante, il va faire ça quand même pendant très longtemps, et jamais son attention pour ce matériau va faiblir. C'est pas franchement un cas isolé, ça fait partie de tout un mouvement, d'un certain retour vers l'artisanat. Oui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste véritablement à un retour à l'artisanat pour les arts du feu en particulier, et cela se sent dans toute la France. Et finalement, si Picasso n'était pas venu ici à Valoris, est-ce qu'il y aurait encore un Valoris autour de la Terre? Sans doute, mais très certainement différent, très différent. Certainement, il y aurait quelques céramistes, mais le monde entier n'aurait peut-être pas tourné ses yeux vers ce village de la côte méditerranéenne. Parce que finalement, des céramistes comme ceux qui seront nos invités demain, que ce soit Picot ou Capron, ils étaient là avant, ils étaient installés là avant. L'arrivée de Picasso, ça leur fait de l'ombre ou ça les booste, comme on dirait aujourd'hui? Pour beaucoup, ça a été une motivation, ils ne le cachent pas. Beaucoup sont venus ensuite à Valoris parce qu'il y avait Picasso et une certaine émulation. Ça leur a fait de l'ombre, je ne crois pas. On a beaucoup parlé de Valoris, beaucoup parlé de Picasso, c'est vrai, mais on a aussi beaucoup parlé d'eux par l'intermédiaire de Picasso. C'est quand même peut-être quelque part un petit peu d'ombre, mais beaucoup de soleil. Est-ce que sur le moment, il y a une certaine reconnaissance envers Picasso, et est-ce que cette reconnaissance se poursuit aujourd'hui? Pour certains, oui, beaucoup de reconnaissance, pour d'autres de l'indifférence, et puis pour d'autres de l'incompréhension. Mais je crois qu'aujourd'hui, le passé était bien assimilé, et beaucoup ont compris que Picasso avait été une chance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ce métier de potier, à la limite entre l'artisan et l'artiste? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à un moment donné de statut? C'est tout l'intérêt de Valoris, je crois, parce qu'en fait, l'artiste potier est véritablement né au XXe siècle. Par ailleurs, auparavant, il était surtout ouvrier dans des fabriques. Et à Valoris, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux. On a à la fois l'artiste qui va faire sa propre production et la commercialiser lui-même. Et puis, il y a le travail en atelier où des ouvriers vont travailler à une même production. Alors évidemment, l'ouvrier sera parfois attiré par une production plus personnelle et aura le désir de s'installer. De voler de ses propres ailes, c'est ce que beaucoup feront d'ailleurs. Certains le feront, oui. Merci pour ces explications. Nous allons rejoindre Gérard Trona. Gérard Trona qui parle d'argent, argent et artiste, ça va ensemble? Il y a un proverbe qui dit « Frema et tela non si vendu à l'encan ». Ça, c'est sûr pour la femme et l'étoile. Mais par contre, per lui artiste, les artistes, ils prennent de la valeur. Et puis, à tel point que l'obra, un jour au lendemain, valent un prix, puis 2 jours après, coûte encore un maïcar. Et ça fait plaisir pour les droits d'auteur, pour la succession, pour les successeurs, parce qu'aquí, s'il dit, toca le jackpot pour le successeur.
les droits d'auteur sont toujours mai alts d'un costat à l'autre. L'exemple type est un exemple per Picasso. Le dernier film qui est sorti, qui parle de la sua vida, mostra quasi pas une briga dei suoi opere, perché costava trop car ai produttori di pagare per le opere che finalement que le film est au même. Vous vous rendez compte un peu ça, hein? Alors, et quand ces œuvres n'atteignent pas une somme considérable, eh bien, sont retirées de la vente, simplement pour faire encore un peu d'argent. Mais une chose est certaine, est que pour Picasso, si verra jamais un billet de banque à la sua effigie ou marquant les sue opere, perché risca de costar mai car le droit d'auteur que la valeur marchande do billet. Aujourd'hui, le mot du jour sera incante, la vente aux enchères. On dira aussi vendre à la candelle ou à l'asta, qui était l'usage romain de vendre un butin de guerre en mettant une lance pour enseigne, l'asta, et attirer ainsi le client. Et parfois, au nombre de lances dressées, on pouvait penser que les prises avaient été bonnes. Ce n'est pas de vente, mais d'achat dont on va parler maintenant avec Dominique Forest, Madame le conservateur du Château-Musée de Valoris, qui est revenu ici sur ce banc, car il y a en ce moment une exposition qui s'intitule 3 ans d'acquisition. L'acquisition pour un musée, ça se fait à partir d'un bilan. Oui, à Valoris, quand je suis arrivée, ce qui était assez évident, c'est que la production céramique était très bien représentée pour toute la période Art Nouveau, en particulier avec le renouvellement des massiers, toute la période aussi autour de Picasso. Mais par contre, il manquait à mon sens 2 points très importants. La poterie culinaire qui a fait la vie de Valoris, qui a fait que Valoris avait cette réputation. Toutes les pignates. Donc les pignates, d'où le titre de notre expo de cet été qui intriguait d'ailleurs beaucoup de gens. Et puis tout un autre pan très intéressant qui était le renouvellement dans les années 50 parallèlement à Picasso. Donc on a acheté à cette occasion des céramiques de peintres dont vous avez déjà parlé et puis d'autres artistes comme Bronner, aux enfants, qui sont venus dans ces mêmes années, d'ailleurs souvent parce que Picasso était installé ici. Mais est-ce que vous allez jusqu'à acquérir cette production souvent tournée vers le tourisme? Je pense entre autres à ces éléments que l'on dit aujourd'hui kitsch. Alors on n'a pas acheté, j'imagine, ce dont vous pensez, c'est-à-dire les lampes, les fonds marins, des choses comme ça. On a acheté par contre un plat faux bois de grands gens qui étaient un petit peu dans cet esprit. Si on devrait représenter aussi cette production, parce que ce qui a fait la vie de Valoris, et ce que je souhaite montrer, c'est un petit peu justement un panorama de tout ce qui a été produit, même si effectivement les lampes fonds marins ne seront jamais représentées en grand nombre, c'est pas forcément ce qu'on souhaite mettre en avant. Mais vous êtes partante tout de même pour exposer ou pour présenter, disons, de telles pièces? Ah oui, tout à fait. Je souhaiterais les présenter, mais peut-être pas justement de façon traditionnelle dans des vitrines, parce que ça serait peut-être un peu dommage pour ce genre de production, mais plus une mise en situation plus amusante, avec des tables dressées, des choses comme ça, qui représenteraient aussi le style 50 qui a été évidemment lié à toute cette production. Donc en fait, c'est un appel que vous lancez aujourd'hui. Si on a à la maison de tels objets, on peut vous les faire parvenir. Est-ce que aussi vous faites des acquisitions pour les générations futures, c'est-à-dire des acquisitions d'artistes contemporains? Alors on devrait en faire, on en fait très très peu parce que bon, quand on est comme ça devant un budget d'acquisition, on est bien obligé de choisir. Alors moi j'ai choisi plutôt de combler pour l'instant les lacunes. C'est un petit peu la même chose, on a eu des donations contemporaines qu'on était très contente d'avoir, mais l'objectif ça serait effectivement d'acquérir aussi des pièces de céramistes contemporains. En fait une mémoire évolutive de Valoris? Oui, pour une ville comme Valoris, il y a vraiment un bilan à faire de sa production céramique parce que le musée, c'est un lieu de mémoire, c'est ce qu'on dit souvent. Et effectivement, si on ne se penche pas suffisamment tôt, on voit les difficultés qu'on a maintenant à trouver encore de belles pièces.
on aura effectivement des trous, et c'est ce que le musée essaye de combler actuellement. Alors bon, évidemment, on continue à venir s'installer à Valoris. Nous en parlerons vendredi de l'avenir de Valoris. Mais juste après l'installation de Picasso, certains ont emboîté le pas. Les années 50 représentent pour Valoris une période mythique. De nombreux céramistes s'y installent avant et après l'arrivée de Picasso. Le contexte économique est favorable à l'expansion de la céramique, le milieu artistique est stimulant. 50 ans plus tard, alors que certains d'entre eux travaillent toujours, on les retrouve au musée de la céramique, dans le château-musée de Valoris. Roger Capron, Robert Picot, Jean Derval et Gilbert Valentin côtoient Suzanne Ramier, Isabelle Ferlet et Frédéric Bourguet. À quelques pas du musée, Gilbert Portanier continue de travailler dans son jardin. Des sortes de totems en céramique jouent avec la végétation. Ses œuvres s'amusent avec la lumière. Depuis longtemps, Gilbert Portanier a adopté la technique des majoliques, un décor peint à l'oxyde et recouvert d'une glaçure fixée en une seule cuisson. Le support est la plupart du temps en grès, parfois recouvert d'une engobe de porcelaine avant d'être peint. Né en 1926 à Cannes, Gilbert Portanier étudie à l'École des Beaux-Arts de Paris entre 1945 et 1948 avant d'envisager de redescendre dans le sud. Quand je suis venu, j'ai trouvé un petit village avec tout ce que ça suppose de rudesse, de rapport avec la terre, pas seulement la terre que l'on tourne, mais avec la terre tout court, avec les choses, avec les outils, alors que j'avais plutôt fait des études de peinture, d'architecture, des choses comme ça, mais où je n'étais pas en contact avec la matière. Et ce contact avec la matière m'a ému très profondément, m'a frappé, et j'ai ressenti le désir de m'incruster quelque temps ici, et je me suis tellement bien incrusté que j'y suis encore. Voilà. Je travaille dans cette poterie qui date du siècle dernier, et dans laquelle je retrouve l'esprit de tous ceux qui ont travaillé là avec amour, avec passion, ou simplement parce que c'était comme ça, ils étaient nés dedans et ils travaillaient ici. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui a à voir avec l'amour. Voilà. Les années 50 sont souvent présentées comme un âge d'or pour Valoris, une notion somme toute relative. L'âge d'or de Valoris, c'était un âge d'or, non pas de Valoris, mais disons des petites entreprises, du commerce, de la poterie, parce qu'il y a eu une époque où les gens vendaient tout ce qu'ils faisaient. On sortait les fours de force alors qu'ils étaient encore tout chauds parce qu'il y avait une énorme demande. Mais pour moi, c'est pas l'âge d'or. Tout d'ailleurs, pour moi, c'était pas l'âge d'or parce que j'ai eu des débuts, comme pas mal de mes confrères, très difficiles à partir du moment où on travaillait dans une certaine direction. On ne participait plus du tout à cet âge d'or. Pour moi, l'âge d'or, c'est maintenant. Donc ça n'a pas de signification. C'est l'âge d'or de l'un, c'est pas l'âge d'or de l'autre. Le monde entier s'est modifié. Hein. Les rapports entre les humains ne sont plus les mêmes dans nos pays qu'ils étaient il y a 40 ans. Eh bien, Valoris n'a pas échappé à cette orientation. Mais ceci dit, je trouve encore dans Valoris un certain côté artisanal, profondément attaché à la terre, si vous voulez, une espèce de fraternité au-delà de tout ce qu'il peut y avoir entre des gens qui pratiquent le même métier. Mais néanmoins, nous savons que nous manipulons tous la même chose. C'est toujours ce vieux matériau qui est la terre que l'on utilise et qui vous relie profondément dans une espèce de vérité. La peinture est, en quelque sorte, c'est peut-être plus intellectuel, plus abstrait. On est plus... on flotte, si vous voulez, en quelque sorte, dans le domaine de l'imagination, de la pensée.
mais on n'a pas beaucoup de racines, on n'est pas très ancré sur la terre. Et avec la céramique, vous êtes ancré, vous êtes dans quelque chose de solide, de matériel, de physique. Et c'est ce qui m'a attiré tout de suite, c'est ce qui m'a envoûté. Au départ, je pensais que c'était une petite digression, disons, dans ma vie, et que je retournerais à la peinture bien tranquillement. Et puis, en définitive, je suis resté à la céramique, je ne suis plus jamais retourné à la peinture. Et je ne le regrette pas, parce que la céramique m'a donné autant que je lui ai apporté, quoi. Ou au contraire. Ce sont les livres à propos de Picasso qui intéressent Sophie Devin aujourd'hui. Alors moi, je vous propose aujourd'hui un petit tour d'horizon des différents livres qui ont été écrits sur Picasso et la céramique. En fait, il y en a eu assez peu, car l'on considérait que ce n'était pas un art majeur chez l'artiste, et cela, évidemment, est bien regrettable. Alors, vous le savez, Picasso s'est installé à Vallauris il y a 50 ans cette année, et il a été accueilli à l'atelier Madura. Alors, Georges Ramier, de l'atelier Madura, précisément, a écrit un très très bel ouvrage sur les céramiques de Picasso, qui est édité chez Albin Michel. Alors vous allez voir, ce sont vraiment les plus belles œuvres, bien entendu, de l'artiste. Donc notez bien, de Georges Ramier, chez Albin Michel. Alors on poursuit encore une fois la lecture, si je puis dire, donc, de tout ce qui a été écrit sur les céramiques de Picasso. Là, il s'agit de Picasso, c'est édité chez Sassi Milici, et il s'agit de la collection de Paloma Picasso. Voilà, vous avez un aperçu donc de cette très belle collection. Donc notez bien, édité chez Sassi Milici. Et puis le livre qui fait référence encore à la céramique depuis l'arrivée de Picasso, donc il s'agit de L'âge d'or de Vallauris, de Anne Lajoie, publié aux éditions de l'Amateur, L'âge d'or de Vallauris. Là aussi, un livre qui fait complètement référence non seulement à l'œuvre du peintre, mais donc à la ville qui l'a accueilli. Coulane, eh bien si je vous dis Coulane, cela veut dire collier, et il s'agit des histoires de fleurs, de terre et d'argile dans la région de Grasse, Vallauris et Golfe-Juan, qui a été écrit par Roselyne Ferrando, les éditions du Ricochet. Alors pour terminer, et je l'ai gardé évidemment pour la fin, il s'agit de Picasso par Picasso, pensée et anecdote. Je ne vous en dis pas plus, il faut absolument le lire. Je rajoute quelques livres également édités par le musée de Vallauris sur les pignates et les poêlons, entre autres. Tiens, par exemple, cette exposition qui se tient au musée de la Tour d'Aigue jusqu'au 25 février. Bonne journée, on se revoit demain. Nous parlerons de la poterie en série. À demain.